بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours في module capteur. On va voir ensemble la classification des capteurs. Pardon. Nous avons toujours dans une chaîne de mesure la mesurante qui passe à travers acquisition de données. On aura une information manipulable qui passe à travers un traitement. On aura une information utilisable pour une présentation. L'acquisition de données se fait à travers un capteur qui est un dispositif de métrologie qui permet de traduire des variations d'un procédé physico-chimique en une grandeur exploitable. Donc, vous avez la mesurante qui passe à travers capteur, amplificateur, filtrage qui représente la chaîne d'acquisition. Après, l'information passe à travers un convertisseur analogique numérique. Un capteur, on a dit, c'est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée appelée mesurande M en une grandeur de nature électrique. Ça peut être charge, tension, courant, impédance, etc., appelée réponse. Donc la grandeur physique et la température, la pression, la masse, etc., passent à travers un capteur accompagné d'énergie pour avoir un signal électrique, peut-être logique tout ou rien, numérique, analogique, etc. Donc, capteur, c'est analogique, détecteur logique, codeur numérique. Les types de signaux, nous avons le signal fourni par le capteur logique, c'est-à-dire tout ou rien, soit un ou bien 0, analogique continu, numérique à travers échantillonnage, ou bien un train d'impulsion. On peut classer les capteurs de plusieurs manières. Par le mesurant qu'il traduit, c'est-à-dire un capteur de pression, de position, de température, de niveau, de gaz, etc. Ou bien en fonction du caractère de l'information délivrée. On parle alors de capteurs logiques, aussi appelés capteurs tout ou rien, ou bien des capteurs analogiques, ou bien numériques. Ou bien par leur principe de fonctionnement, on aura des capteurs passifs, c'est-à-dire transforme directement le mesurant en signal électrique. La sortie, c'est une résistance, inductance ou bien capacité. Les capteurs actifs, on a besoin d'énergie pour connaître la valeur ou bien la grandeur de sortie du capteur, donc la nécessité d'une alimentation. La sortie, ça sera une charge, une tension ou bien un courant. Exemple de capteur actif, le thermomètre à mercure. Donc, vous avez l'ampoule de sécurité, une échelle, capillante, réservoir, etc. La hauteur monte ou descend pour indiquer la valeur de la température. Donc, la grandeur physique d'entrée, c'est la température, passe à travers un thermomètre à mercure. On aura une grandeur physique de sortie, c'est la hauteur H. Exemple de capteur passif, tous les capteurs dont la grandeur physique de sortie est une résistance électrique sont des capteurs passifs. Exemple photorésistance. Une photorésistance est un composant électronique à base de semi-conducteurs dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente. Plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse. Donc, vous avez ici un flux lumineux incident, la résistance électrique qui varie. La grandeur physique d'entrée, c'est le flux lumineux, passe à travers photorésistance pour arriver à grandeur physique de sortie, c'est la résistance électrique. On peut résumer que pour tout capteur, nous avons la mesurante qui passe à travers un capteur pour avoir une grandeur électrique. La fonction de transfert, ça sera S, mais la forme en fonction de mesurante. La structure d'un capteur, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? Donc, vous avez le boîtier qui contient un corps d'épreuve, les éléments de transduction, et pour le signal de sortie, vous avez un module électronique de conditionnement. Donc, l'entrée, c'est mesurante. À la sortie, vous aurez réaction. Après, vous aurez le signal de sortie. À la fin, vous aurez un signal de mesure transmissible. Le corps d'épreuve, il réagit sélectivement à la grandeur à mesurer en fournissant une grandeur mesurable proportionnelle. Pour les éléments de transduction, vous avez le transducteur. Il va transformer la réaction du corps d'épreuve en un signal compatible. Les modules de conditionnement, lorsque nécessaire, permet l'alimentation de l'élément de transduction. Ce sont les éléments passifs et assurent une mise en forme appropriée du signal de sortie et va transmettre le signal de mesure.
Les effets physiques d'un capteur, vous avez l'effet thermoélectrique. Dans ce cas, vous aurez deux conducteurs de nature chimique différente dont les jonctions sont des températures différentes. Ils vont créer une force électromotrice. L'effet piézoélectrique, l'application d'une contrainte mécanique sur les deux faces d'un matériau piézoélectrique, exemple le quartz, va entraîner une déformation qui suscite l'apparition de charges électriques égales et de signes contraires. L'effet d'induction électromagnétique, donc dans ce cas, la force électromotrice va créer lorsqu'un conducteur se déplace dans un champ d'induction fixe est proportionnel à la vitesse de déplacement. L'effet photoélectrique, on a distingué plusieurs qui diffèrent par leur manifestation, mais qui ont pour origine commune la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux, ou plus généralement électromagnétique dans la longueur d'onde est inférieure à une valeur seuil caractéristique du matériau. L'effet Hall, dans ce cas le matériau semi-conducteur en plaquette, va parcourir par un courant I soumis à une induction B faisant un angle Q. Avec le courant, font apparaître une tension VH perpendiculaire au courant I et l'induction B. Les capteurs passifs, ils ont comme caractéristique l'impédance dont l'un des paramètres est sensible aux mesurantes. Ces variations ne sont mesurables qu'en intégrant le capteur dans un circuit électrique alimenté. L'impédance Z en fonction de géométrie, dimension, propriété électrique de matériaux. Vous avez ρ la résistivité, mu la perméabilité magnétique, epsilon la constante d'électrique. Si vous avez comme grandeur mesuré la température, la caractéristique électrique sensible, c'est la résistivité électrique. Le type de matériau utilisé, c'est le platine, nickel, cuivre, etc. Si vous avez rayonnement optique, la caractéristique, c'est résistivité électrique. Type de matériaux utilisés, c'est les semi-conducteurs. Nous avons aussi déformation, position, humidité, etc. Donc, les capteurs passifs, les principes physiques et matériaux utilisés, bien sûr. Le capteur intégré, donc vous avez une grandeur à mesurer qui passe à travers corps d'épreuve. Après, vous avez le capteur, l'électronique, et pour avoir à la sortie un signal électrique. L'intégration apporte des multiples avantages. Vous avez miniaturisation, diminution des coûts par la fabrication en grande série, l'accroissement de la fiabilité par suppression de nombreuses connexions soudées, meilleure protection vis-à-vis des parasites, le signal étant conditionné à sa source. L'utilisation du silicium impose cependant une limitation de plage d'emploi entre -50 °C jusqu'à 150 °C. On passe maintenant au capteur intelligent. Le capteur intelligent correspond principalement à l'intégration dans le corps du capteur d'un organe de calcul interne. Vous avez le microprocesseur, le microcontrôleur, un système de conditionnement du signal programmable ou contrôlé et une interface de communication. Donc, nous avons transducteur qui communique avec organe de calcul interne et aussi interface de communication, réseau de communication. Nous avons les mémoires, conditionneurs et alimentation. Pour le conditionneur associé, le conditionnement de la mesure consiste à rendre exploitable la mesure issue du capteur. L'association capteur-conditionneur détermine le signal électrique et ses caractéristiques. Pour le conditionnement du signal, les tâches de conditionnement du signal des capteurs a un rôle très important. Il va convertir en tension la grandeur de sortie du capteur, adapte l'impédance pour le capteur, limite l'amplification en mode commun et élimine les bruits électromagnétiques. Donc, vous avez capteur, conditionneur et système de traitement. Les capteurs passifs maintenant, ce capteur donne une image du mesurant par l'intermédiaire d'une impédance. On va associer donc toujours une source externe de tension ou de courant du capteur. Donc, vous avez la mesurante qui passe à travers capteur, conditionneur, et vous aurez la sortie soit amplitude ou bien en fréquence. Deux grands principes conditionneurs peuvent être employés. Vous avez soit le montage potentiométrique et de pont. On récupère alors une tension proportionnelle mesurante ou bien le montage oscillant. La fréquence du signal de sortie est modulée par le mesurant. On va commencer par le montage potentiométrique, ce qu'on appelle le pont diviseur, la mesure de résistance avec une source de tension.
Dans sa structure la plus simple, le conditionneur est constitué d'un simple pan diviseur alimenté par une source de tension continue V0. Vous aurez une autre impédance R1. Le capteur passif est modélisé par la résistance Rx qui dépend du mesurant. Le but est de mesurer la tension V aux bornes du capteur. Par exemple, ici, vous avez la tension V égale Rx divisé par 1 plus Rx par V0. Donc, la relation qui va relier la tension de sortie V0 au paramètre image de mesurante Rx n'est pas linéaire. La sensibilité du montage n'est pas donc constante. Linéarisation de la mesure. Pour linéariser la réponse du capteur, on peut utiliser les solutions suivantes. La solution numéro un, fonctionnement en petits signaux. Une façon d'exprimer la résistance du capteur passif est de considérer Rx égale à R0 plus ou moins delta X. Dans ce cas, vous aurez V à la forme suivante, c'est R0 plus ou moins delta X sur R1 plus R0 plus ou moins delta X V0. Dans ce cas, en place aux petites variations de mesurante, on va négliger delta x devant R1 plus R0. On obtient dans ce cas V égale R0 plus ou moins delta x sur R1 plus R0 par V0. C'est une relation linéaire limitée à des petites variations de delta x. La composante statique, c'est R0 sur R1 plus R0 V0. La composante dynamique, c'est plus ou moins delta x sur R1 plus R0. Dans ce cas, V, ça sera V1 plus ou moins Vx. Et V moins V1, ça sera plus ou moins Vx. Quel est le circuit qui permet d'effectuer cette opération? On dispose de deux sources de tension inverse, V0 sur 2 et moins V0 sur 2. Donc, V, ça sera V1 moins V masque est égal à VA. V0 sur 2, ça sera R1 par le courant I plus la tension V. Et I, ça sera V0 sur 2 moins V0 sur 2 sur R1 plus Rx. Après simplification, on obtient V0 sur R1 plus Rx. Dans ce cas, on va simplifier pour arriver à la fin. Si on va mettre R1 égale à R0 et delta X très négligeable devant 2 fois R0, on obtient V égale plus ou moins delta X V0 sur 4 R0. Le montage push-pull, dans ce cas, on remplace la résistance fixe R1 par un second capteur résistif identique au premier, mais dont les variations sont de signes contraires. Donc, vous avez Rx moins égale R0 moins delta X. Rx plus, ça sera R0 plus delta X. V, ça sera Rx sur R1 plus Rx V0. Donc, V, ça sera à la fin, vous aurez V0 sur 2 multiplié par 1 delta X sur R0. Quel est l'inconvénient? C'est l'utilisation de deux capteurs identiques qui doivent avoir des réponses symétriques. Maintenant, si on va passer le cas d'une source d'alimentation en courant, l'utilisation d'une source de courant IS rend le montage directement linéaire si on néglige l'impédance interne de la source, c'est-à-dire vous aurez un capteur alimenté en courant, Vm, ça sera IS par Rx. La conclusion, que ce montage donne une évolution linéaire de la variation delta Vm en fonction de la variation delta Rc sur R. Mais il présente les inconvénients suivants. Vous avez une faible variation de la tension de sortie pour une variation delta RC donnée. Aussi la sensibilité de V1 par rapport à l'alimentation E. On passe maintenant au montage en pont, ou bien ce qu'on appelle le pont de Watson. Le pont de Watson, c'est le circuit le mieux adapté pour la mesure de petites variations de résistance électrique maximum 10%, telles que rencontrées lors de l'utilisation des jauges de déformation. La structure générale d'un pont de Watson est identique à la figure suivante. Nous avons les ponts diviseurs VD, le point D, ça sera V intérieur par R2 sur R1 plus R2. Et la tension, le point B, ça sera V intérieur par RC sur R3 plus RC. Donc VM, ça sera VD moins VM. On va, après simplification, on obtient que la tension VM, ça sera la tension d'entrée par R2, R3 moins R1, RC sur le produit de R1, R2 multiplié par R3 plus RC. Maintenant, on va voir les conditions d'équilibre du pont. Donc, le pont est équilibré lorsque VD égale à VB, ce qui implique que le courant dans la branche DB est nul. Dans ce cas, si vous mettez égale à VD, donc vous aurez R2 sur R1 plus R2 est égal à RC sur R3 plus RC. Si on va multiplier les deux parties, on aura à la fin que la valeur de la résistance RC doit prendre la multiplication de R2 par 3 sur R1.
On remarque que la condition d'équilibre du pont ne dépend que des résistances du pont. Elle est indépendante de la tension d'alimentation. On applique le pont de Watson. Il est utilisé comme jauge de déformation et de contrainte. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va entamer ensemble le chapitre numéro 3, Inch'Allah. Merci beaucoup.